Sous un ciel de désert de velours embrasé d'étoiles, des dunes infinies ondulent comme des vagues gelées, des secrets murmurés portés par le vent chaud de l'harmattan. La voix du conteur résonne. Bien avant les Européens, les sables d'Al-Kéboulan murmuraient des récits d'empire. Des visions du royaume Ashanti surgissent, dorées et majestueuses, témoignages de l'ancien pouvoir et de la gloire. Ensuite, les empires Oyo, Yoruba et Bénin émergent, leurs noms résonnant d'une grandeur oubliée. La nuit du désert conserve ces images fugaces de prospérité, un rappel poignant d'un passé magnifique. La foudre déchire violemment l'obscurité d'avant l'aube, illuminant la grande fenêtre de la chambre royale. Chaque éclair aveuglant est suivi d'un coup de tonnerre assourdissant, secouant les fondations même du palais. Dans une chambre adjacente, des mages murmurent des incantations, leurs visages vacillant à la lueur des bougies, leur voix un plaidoyer désespéré. La tempête déchaînée est interprétée comme la voix de Shango, le dieu du tonnerre, annonçant un événement monumental. Dans la chambre opulente, l'air est lourd d'un parfum doux et enivrant, annonçant un moment sacré. Nani Sebotin, baignée dans la douce lumière de l'aube, berce son nouveau-né, son petit visage serein, l'épouse bien-aimée du roi, les yeux pleins d'amour maternel, contemple le paisible nourrisson. Le roi Clélé entre, sa présence emplissant la pièce, un sourire radieux illuminant son visage. Une immense joie et une grande fierté émanent du roi Clélé alors qu'il contemple sa femme et son nouveau-né. Les derniers échos du tonnerre lointain s'estompent, laissant un profond sentiment de paix et de nouveaux commencements. À l'intérieur de la hutte royale, la tension d'avant l'aube s'épaissit, alors que des éclairs déchirent le ciel d'encre, suivis de coups de tonnerre assourdissants. Nani Sebotin aide Dada Clélé Kini, le visage marqué par l'effort, alors qu'une nouvelle vie lutte pour émerger au milieu de la fureur de la tempête. Le cri d'un nouveau-né transperce l'air, emplissant l'espace du parfum d'une nouvelle vie, un phare d'espoir contre la guerre imminente. Nani Sebotin proclame « C'est un fils, Aokponu !» alors que le roi reste absent, consumé par la lutte pour la liberté de son peuple. Dans une grande salle du conseil, le prince Kondo, âgé de 7 ans, est assis attentivement à côté du roi Clélé, absorbant chaque mot stratégique. Des discussions animées emplissent l'air, tandis que les guerriers élaborent des stratégies contre les Français et leurs alliés. Harde et impatient, le jeune Kondo demande à plusieurs reprises la permission de rejoindre le champ de bataille, mais se la voit refuser. Malgré son âge, l'esprit de Kondo est une éponge, s'imprégnant de chaque tactique et absorbant la sagesse de ses aînés. En parallèle, il se plonge dans les secrets mystiques ancestraux, développant un esprit qui laisse entrevoir un génie stratégique. Le roi, Clélé, observe son fils d'un regard complexe, un père fier mais alourdi par une lueur d'inquiétude pour l'avenir. La lumière du soleil inonde les appartements opulents du prince Kondo alors qu'un soldat de la cour agité fait irruption, apportant de sombres nouvelles. Les sourcils de Kondo se fronce alors qu'il entend parler des injustices françaises, l'indignation s'allumant dans ses yeux. Avec un sourire confiant, Kondo attend le roi Clélé dans ses appartements. Une démonstration de pouvoir indéniable. Le roi Clélé entre, son visage masqué par la surprise et la confusion face à la présence inattendue de Kondo. Kondo explique son don divin, déclarant qu'il ne peut rester les bras croisés pendant que son peuple souffre. Le roi, sans voix, embrasse Kondo, puis part confier son épée à Ainanzi pour la livrer. Au comptoir d'exposition près d'un point d'embarquement, une ligne de jeunes hommes et femmes forts se tiennent debout, leurs visages marqués d'une terreur palpable. Leurs yeux, autrefois pleins de vie, ne contiennent plus que le vide profond et glaçant du désespoir. Des marchands européens, les expressions froides et calculatrices, conversent à voix basse avec les chefs locaux. Leurs gestes sont éloquents, un langage silencieux d'échange, troquant des biens contre des vies humaines. L'air lui-même est lourd du poids brutal de la transaction, un témoignage frappant de l'humanité marchandisée. Cette scène met en lumière le prix atroce et inoubliable payé par le royaume d'Abomey dans son passé obscur. Sous le soleil brûlant,
le majestueux palais royal d'Abomey se dresse, symbole d'un pouvoir et d'un héritage durable. Le roi Ghezo, figure d'une stature imposante et d'une détermination inébranlable, domine la scène par sa présence royale. Son élite, Agodje, une formidable unité de femmes guerrières, l'encercle, leurs machettes étincelant sous la lumière féroce du soleil. La posture puissante des guerriers reflète leur discipline féroce, un témoignage des réformes révolutionnaires de Ghezo. King Ghezo's voice resonates with conviction. Nous sommes la fierté de notre royaume. He declares his vow to the Agodje. Nous protégerons notre peuple des anciens tribus. Dans la somptueuse salle du trône, le jeune roi Clélé est assis avec une autorité indéniable, des cartes des territoires alliés étalées devant lui. Clélé écoute attentivement les éclaireurs détaillant les mouvements des troupes françaises, son visage marqué par une profonde concentration et résolution. Il donne des ordres précis, animé par l'héritage de son père Ghezo, farouchement déterminé à préserver la liberté et la souveraineté. De l'ombre, le prince Aokponu, 7 ans, observe, son regard fixé sur chacun des mouvements de son père. Le jeune prince absorbe chaque mot et chaque geste, témoin silencieux de la lutte. Le roi, le visage marqué par les affres de la bataille, préside un conseil de guerre, des cartes étalées comme des champs de bataille devant eux. Le prince Kondo, jeune et fervent, écoute, les yeux brillants d'une impatience ardente de gloire. Il déclare avec un feu juvénile: « Je dois rejoindre les missions, père. Ma place est sur le champ de bataille. » La voix sévère du roi transperce l'air. « Absolument pas. Tu es trop jeune, Kondo. Ton heure viendra. » Sous le voile de la nuit la plus profonde, Kondo, un guerrier sombre, infiltre les lignes ennemies se dirigeant vers Porto Novo, la tension palpable dans l'air. Au cœur de la bataille acharnée, la bravoure de Kondo brille alors qu'il mène une charge audacieuse contre les forces françaises. Des centaines d'esclaves, enchaînés et terrifiés il y a quelques instants, regardent maintenant Kondo avec gratitude et un immense soulagement. La cacophonie de la bataille les entoure, une symphonie de chaos et de cris désespérés. La présence de Kondo ouvre la voie à la liberté, une lueur d'espoir au milieu du conflit brutal. Kondo est porté en triomphe par ses compagnons d'armes, à travers la cour du palais, un héros au milieu d'une mer d'acclamations. Des cris de joie et d'admiration s'élèvent de la foule, leur voix résonnant à travers le grand palais royal. À l'entrée de la salle du trône, le roi attend, le visage déformé par une colère silencieuse et bouillonnante. Ses yeux noirs se fixent sur Kondo, un regard menaçant qui fait taire la foule joyeuse. La voix du roi, basse mais menaçante, réprimande son fils pour sa désobéissance impardonnable. Les acclamations s'éteignent, remplacées par un lourd silence, alors que Kondo, malgré sa victoire, s'incline devant l'autorité paternelle. Dans ses appartements royaux, le visage du prince Kondo est un masque de détermination alors qu'il écoute le rapport urgent. Un soldat de la cour apporte de sombres nouvelles sur les droits de douane français et les recettes retenues, ces mots allumant un feu dans les yeux de Kondo. La mâchoire de Kondo se crispe, son indignation une force palpable, alors que l'injustice du rapport s'installe profondément en lui. Se levant brusquement, sa décision forgée dans la détermination, Kondo se tourne vers le soldat, un homme en mission. Il ordonne « Courez au palais et dites à mon père d'aller dans sa chambre, car je l'y attends. » Le soldat hésite, perplexe, puis s'incline profondément et s'éloigne précipitamment, laissant Kondo face à sa décision capitale. Dans l'opulente salle du trône, le roi est assis, une lourde gravité pesant sur son visage royal, l'air épais d'inquiétude inexprimée. Un messager fait irruption, haletant, et s'effondre devant le roi, luttant pour prononcer son message urgent. Le visage du roi se tord de surprise et d'incrédulité, alors que le messager prononce enfin ces mots surprenants « Ô roi, vice pour des temps indéfinis ». Alors que le messager transmet la convocation du prince Kondo, les assistants du roi échangent des regards perplexes, pressentant un changement capital dans le calme du palais. Le roi, le visage marqué par la tourmente,
traverse rapidement les salles opulentes du palais royal, l'urgence à chaque pas. Il entre dans sa chambre royale, les yeux écarquillés, comme s'il cherchait une réponse à une question invisible. Il se tourne brusquement vers le messager, qui se tient debout, essoufflé et désorienté, son uniforme en désordre à cause de son voyage précipité. La voix du roi retentit, empreinte d'incrédulité. « Que dites-vous ? Ne venez-vous pas de la résidence de mon fils ?» Ses sourcils se froncent d'incrédulité. Comment pourrait-il être à la fois chez lui et dans ma chambre au même instant ? Le roi de l'Élie, les yeux lourds de fatigue, entre dans ses appartements privés, cherchant du réconfort. Son souffle se coupe, un halètement d'incrédulité s'échappant alors qu'il voit le prince Kondo, son fils, se tenant devant lui, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. Stupéfait, le roi s'approche, sa main tremblante tendue pour toucher le prince Kondo, comme pour confirmer l'impossible réalité. La voix du prince Kondo résonne. « Mon roi, c'est bien moi, votre fils. Ainsi j'ai voulu vous montrer que je suis, et que les dieux m'ont accordé ces pouvoirs extraordinaires en héritage. » Dans l'opulente salle du trône, le roi de l'Élie, perdu dans ses pensées, regarde depuis son trône tandis que le prince Kondo se tient devant lui, les yeux brûlants d'une farouche détermination, brisant le silence. Le roi se tourne vers Ainanzi, son serviteur le plus fidèle. « Ainanzi !» ordonne-t-il. « Voici mon épée !» poursuit le prince Kondo, et donne-la lui. Ainanzi, rapide comme une flèche, s'incline respectueusement et s'en va, l'ordre du roi résonnant dans la salle. Des heures plus tard, Ainanzi revient, essoufflé, confirmant qu'il a livré l'épée au prince Kondo. Un léger sourire fier effleure les lèvres du roi, une étincelle de satisfaction dans ses yeux, tandis qu'il hoche la tête, sa confiance réaffirmée. Des années plus tard, le roi Kondo, maintenant âgé de 45 ans, est assis sur son trône, le visage marqué par l'expérience, le regard toujours perçant. Une aura de puissance indéniable émane de lui, emplissant la tendue salle du conseil. Autour d'une grande table, les conseillers du royaume écoutent avec une attention captivée, leur visage reflétant la gravité du moment. Malgré la tension palpable, les conseillers acquiescent, sentant la force inébranlable de la détermination du roi Kondo. Le roi Kondo déclare: « Nous ne pouvons plus accepter l'appréhension des droits de douane imposés par les Français. » Il affirme: « L'héritage de souveraineté que je dois préserver et défendre n'autorise pas une telle soumission. » Le roi Binzin, éclairé par la lumière vacillante des torches, déclare: « Nous ne pouvons pas continuer à engraisser ces vautours qui se nourrissent avidement de notre travail. » À ses côtés, le visage de la reine est marqué d'une profonde inquiétude, sa voix tremblante. « Mais mon roi, ce sera la guerre. » L'air dans la salle du trône crépite d'une tension inexprimée, tandis que le regard de Binzin s'endurcit. Avec une sombre résolution, le roi Binzin répond: « C'est déjà la guerre, mais... » L'air crépite de tension, alors que les guerriers d'Aoum, menés par le roi Béanzin, lancent une attaque surprise. Les cris de guerre s'entremêlent au crépitement sec des tirs de fusil, alors que les troupes françaises sont prises au dépourvu. Les soldats français tombent, subissant de lourdes pertes, alors que la résistance de Daoum s'avère plus féroce que prévu. Le roi Béanzin observe la bataille avec une concentration intense, sa brillance stratégique évidente dans la coordination impeccable. La poussière étouffe l'air, se mêlant à l'odeur âcre de la poudre à canon, tandis que le combat fait rage. À l'intérieur d'une tente de commandement française, le visage sombre du colonel Dautz, marqué par la ruse, scrute une carte, complotant la conquête. Il donne des ordres décisifs à ses subordonnés, exposant une stratégie pour isoler Daoum en prenant le contrôle de ses rivières. Plus tard, lors d'une rencontre clandestine, Dautz affronte secrètement Huibert, le propre frère du roi Béanzin. Dautz offre à Huibert une bourse d'or étincelant, un pot de vin tentant en échange d'informations et de trahison. La lanterne vacillante projette de longues ombres dansantes, accentuant la trahison qui pèse lourdement dans l'air. Ce pacte sombre scelle le destin du royaume, par la corruption insidieuse de la trahison interne. Dans la nuit profonde de la forêt,
Le roi Béhanzin est assis au coin d'un feu de camp vacillant, son visage illuminé par les flammes dansantes. Son armée restante se blottit autour, leur visage marqué par la tension, mais un profond respect pour leur roi est palpable. Gudjili, le frère et chef de cabinet de Béhanzin, le regarde avec une expression illisible et énigmatique. Des murmures de palais tombés et d'alliances forcées se répandent dans le groupe, un poids lourd dans l'air nocturne. Le calme du roi Béhanzin reste inébranlable, son regard transperçant les flammes, voyant au-delà de leur défaite actuelle. Les parois de toile de la tente dansent avec de longues ombres, projetées par la lampe à huile vacillante, tandis que Gudjili est assis dans le désespoir. Aegdos émerge des ombres mouvantes, une silhouette spectrale dont la présence semble absorber la maigre lumière. La voix d'Aegdos, un murmure doux et insidieux, promet à Gudjili le trône de Dahomey, une couronne pour un roi. Imaginez Gudjili, le trône du Dahomey, à vous pour le prendre. Il vous suffit de livrer votre frère. Pensez à la gloire, au pouvoir, à un royaume à vos pieds. Bien mieux que cette misère. Le visage de Gudjili est une toile d'émotions contradictoires, alors que la tentation livre bataille à une lutte intérieure. La lumière du soleil filtre à travers le sol de la forêt dense, alors que Béhanzin et Gudjili marchent côte à côte, un pacte silencieux semblant tissé entre eux. Béhanzin, rayonnant de confiance et de sincérité, parle avec une passion fervente, ses mots résonnant à travers les bois baignés de soleil. Gudjili écoute attentivement, hochant la tête d'un air d'accord fin, ses yeux trahissant un froncement de sourcils subtil et fugace. Une ombre de duplicité passe sur le visage de Gudjili, contrastant vivement avec les paroles pures de Béhanzin. Béhanzin déclare « La force de mon peuple est inébranlable. Nous résisterons à l'oppression, toujours. » L'ombre grandissante de la trahison plane sur Gudjili, un contrepoint silencieux et glacial à l'espoir inébranlable de Béhanzin. Dans l'opulente salle du trône, le roi Binzon, majestueux mais marqué par la fatigue, se tient devant ses derniers guerriers loyaux. Ses yeux brûlent d'une détermination féroce, une résolution ardente allumant son regard alors qu'il s'adresse à ses troupes. Sa voix, un rugissement puissant, résonne avec une ferveur contagieuse, remplissant la pièce de son esprit inébranlable. Les soldats épuisés écoutent attentivement, leur loyauté inébranlable, prêts à tout sacrifier pour ses idéaux. L'air crépite de tension et d'une admiration inébranlable alors que le roi Béhanzin proclame « Votre dignité, votre liberté ». Dans une forêt dense, le roi Béhanzin et ses quelques fidèles sont encerclés par les soldats français, leurs visages sombres. Gudjili, le frère du roi, apparaît, son regard évitant Béhanzin, un lourd silence planant dans l'air. Le roi Béhanzin lève la main dans un geste noble et solennel de résignation, acceptant son destin avec dignité. Il exige un sauf-conduit pour la France, afin de discuter de l'avenir de son royaume, sa détermination inébranlable. Le colonel Dodds, impressionné par la dignité du roi, hoche la tête, reconnaissant un formidable adversaire. Des années plus tard, sous le soleil brûlant du port d'Alger, un navire accoste, amenant avec lui un roi Binzon vieilli et affaibli. Soutenu par ses 3 épouses et ses 3 filles, le roi Binzon s'avance sur le port animé, le regard fixé sur l'horizon lointain. Une profonde mélancolie assombrit ses yeux, reflétant la douleur des suppliques restées sans réponse pour rentrer chez lui alors que sa silhouette frêle s'estompe dans la foule. Malgré la tristesse de l'exil, une idéologie immortelle brûle toujours intensément dans le regard du roi Binzon, défiant son déclin physique.